Allez, arrête-moi ça mon petit Nicolas, on n'y est pas encore, mais ça peut arriver si tu changes rien dans ton industrie. Dans la région de Los Angeles, l'industrie qui pollue le plus après le pétrole, ce n'est pas celle de l'aérospatiale, ni celle du vêtement, mais celle du cinéma et de la télévision. C'est ce qu'affirmait en 2006 une étude de l'Université de Californie à Los Angeles. On parle de 8,4 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, rien qu'à l'échelle de la Californie. Et ça s'élève à 15 millions pour tous les États-Unis. Et ça, malheureusement, ce ne sont que les chiffres qui datent d'une étude de 2006. Ces études sont rares et peut-être pas aussi précises qu'elles le voudraient, mais cela nous donne déjà un bon aperçu de l'ampleur des dégâts. Pourtant, l'industrie du cinéma n'est pas la moins engagée. Plusieurs films ont pu défendre la cause climatique ou, au minima, nous pousser à la réflexion sur ce sujet. On peut citer Interstellar, Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio, le grand défenseur de la planète qui utilise son jet pour faire des allers-retours inutiles, les films d'animation comme Wall-E, le Lorax, ou encore des films documentaires comme Demain par le français Cyril Dion. Et même en dehors de l'écran, des réalisateurs, des acteurs s'engagent pour la planète comme George Clooney, James Cameron, Darren Aronofsky, mais également tous ceux qui ont signé le texte Créer et résister du réalisateur et militant écologiste Cyril Dion pour rappeler l'urgence écologique et demander à la famille du 7e art de s'engager pour la planète. Parmi les signataires, on retrouve Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Léa Seydoux ou encore Pierre Ninet. Par ailleurs, on a même certains réalisateurs qui ont essayé de compenser l'impact carbone de leurs films. C'est le cas des producteurs du film Le Jour d'après, qui ont dépensé 200 000 $ pour planter des arbres afin de compenser les 10 000 tonnes de CO2 du tournage, à cause notamment des véhicules et des générateurs utilisés lors de la production. C'est le cas aussi pour les films Matrix. Environ 97% de leurs matériaux de tournage, notamment pour leur immense autoroute de 3 km, ont été recyclés. Et ce contenu recyclé a été envoyé au Mexique pour la construction de logements pour des personnes à faible revenu. Alors c'est très bien, on applaudit l'initiative, mais de l'autre côté, on a encore des productions cinématographiques qui continuent de porter atteinte à l'environnement. Par exemple, en 2017, pour le film Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, l'équipe du film aurait renversé des produits chimiques pendant le tournage dans le Queensland, en Australie, contaminant potentiellement les eaux locales. Autre exemple, en 2015, pour Mad Max Fury Road, le tournage a endommagé des zones sensibles de la côte atlantique africaine, mettant en danger les reptiles et les cactus locaux. Encore un autre exemple pour vous prouver qu'une partie du cinéma n'en a rien à faire de l'environnement. Dans le James Bond Spectre, 36 millions de dollars de voitures neuves ont été envoyés à la casse après le tournage. On peut aussi parler des décors des films de Tim Burton par exemple, la ville idéale de Big Fish laissée à l'abandon dans la nature après le tournage, mais également les décors de la ville de Gotham City pour le Batman de Burton, qui ont eux aussi été abandonnés ou alors tout simplement détruits. On pourrait alors penser que c'est les décors qui sont les plus polluants dans cette industrie, et pourtant non, c'est la régie. C'est la restauration, le transport, l'hébergement qui pollue le plus. Et cela va de pair avec de multiples sous-traitants ou alors des sociétés de production à court terme pour fournir tout ce qu'il faut. Car eux aussi s'en foutent royalement de l'écologie. Alors oui, un film nécessite beaucoup de monde qu'il faut nourrir, loger, transporter. Et ce serait se voiler la face que de dire que cette manière de fonctionner ne peut être modifiée. Heureusement, des organisations émergent pour faire bouger les choses. C'est le cas par exemple de Earth Angel, qui est un cabinet de conseil pour le cinéma et la télévision. Ce cabinet se consacre à rendre les productions hollywoodiennes plus écologiques. Il est question par exemple de mettre en place des stations de recyclage, de compostage ou de tri des déchets, de gérer les relations avec les entreprises locales de gestion des déchets et les lieux auxquels une production pourrait faire des dons, comme les banques alimentaires qui pourraient récupérer les restes de la restauration. Et ces initiatives peuvent apparaître illusoires pour vous. C'est vrai qu'on dirait un peu le b.a.-ba de la politique écologique de toutes les entreprises. Mais lors des tournages, ça peut avoir un impact colossal. Un exemple assez percutant, 4 000 $ par semaine. Pendant le tournage du film catastrophe sur le réchauffement climatique Waterworld, la production a dépensé 4 000 $ par semaine de bouteilles d'évian. Le tournage a duré 8 mois. Ça fait au total 136 000 $ de bouteilles d'eau pour 8 mois de tournage. Tout ça en plus pour un film de catastrophe qui sera catastrophique du tournage à sa sortie. Mais pour motiver tout ce beau monde à être plus vert, il faut des arguments. Ça peut être de souligner que les pratiques écologiques peuvent faire économiser de l'argent. Par exemple, selon le Green Production Guide de la Producer Guild of America, remplacer les bouteilles en plastique par des réservoirs d'eau rechargeables et avec des gobelets compostables permettrait à une équipe de 100 personnes d'économiser plus de 5 000 $ par 60 jours de travail. Ça peut faire réfléchir, surtout que pour certains films, le budget est parfois très serré. Mais il faut aussi faire pression sur les principaux marchés cinématographiques comme la Californie ou New York pour qu'ils accordent des crédits d'impôt aux productions vertes. Car oui, aux USA aussi, les films sont subventionnés par les États. Je rajoute ça là si ça peut aider à déconstruire l'idée que les films aux USA se font comme des grands alors que les films français sont bichonnés par l'État. Voilà. Mais comme le précise dans Vice la fondatrice d'Earth Angel, Emily O'Brien, Hollywood est évidemment une force de changement culturel énorme, mais elle est aussi très ancrée dans ses habitudes. Il faut généralement une énorme controverse pour que cette industrie change.
C'est une industrie qui exploite naturellement les gens et les ressources. Elle a cette réputation pour une raison. Et même quand des alternatives sont trouvées, cela ne veut pas dire qu'elles seront utilisées. Au cinéma, par exemple, on utilise beaucoup le lawan, un contreplaqué léger et facile à déplacer, important dans la mesure où les plateaux sont souvent des structures qui doivent être bougées, fabriquées pour être déplacées. Le lawan est souvent récolté dans les forêts tropicales et entraîne beaucoup de déforestation. Un seul plateau de tournage peut être responsable de 4000 hectares de forêts tropicales détruits. Le problème déjà, c'est que trouver une alternative à ce contreplaqué est pas facile. Une entreprise spécialisée dans les plateaux modulaires et réutilisables a trouvé cette alternative mais s'est retrouvée bloquée face au syndicat des charpentiers qui veulent continuer à utiliser le bois. Et vous allez sûrement me dire, mais Émile, tu n'en parles que des États-Unis, notamment d'Hollywood. Nous, en France, on est respectueux de l'environnement. 1 700 000 tonnes de CO2 par an. C'est le bilan carbone du secteur audiovisuel français selon une étude d'EcoProd en 2020. Rappelons que la Californie produit 8,4 millions de dioxyde de carbone par an. Et ajoutons que quand Hollywood produit 500 à 700 films par an, la France n'en produit que 200 à 300. Certes, ce n'est pas proportionnel et Hollywood pollue plus que le cinéma français en moyenne par film. Mais cela ne veut pas dire que c'est acceptable et que nous devons nous en contenter. Vous trouvez ça normal, vous, que toute une équipe de films soit déplacée au Portugal en avion pour tourner une seule scène qui sera coupée au montage? Non? Bah c'est pourtant ce qu'a fait le réalisateur Abdelatif Kechiche pour le film La vie d'Adèle. Je peux vous dire que doit y en avoir des anecdotes comme ça. À l'image d'Earth Angel aux États-Unis, en France, l'association EcoProd œuvre pour des pratiques écologiques et durables dans l'industrie audiovisuelle. Elle propose notamment de calculer l'empreinte carbone prévisionnelle et définitive de production audiovisuelle et en fonction d'apporter des conseils pour améliorer ce bilan carbone. Et pour motiver les producteurs de cinéma à rendre leurs films plus écologiques, un label est même décerné. Il existe également le prix EcoProd. En 2024, il a été attribué à Maria de Jessica Palud. Dans ce film, 80% des décors ont été réalisés grâce à des matériaux et des éléments recyclés, et plus de 90% des costumes étaient de seconde main. Et d'ailleurs, cela n'était pas plus cher d'après la chef décoratrice. Niveau décor, d'ailleurs, en France, on retrouve à Montreuil la ressourcerie du cinéma. C'est une association qui propose la location de feuilles décor, qui sont des panneaux en bois permettant de construire le décor sur un tournage. Et ces feuilles décor ont d'ailleurs elles-mêmes été récupérées. Et d'ailleurs, pas très loin de la France se trouve un des premiers studios de cinéma climatiquement neutre au monde, les Bavaria Film Studios de Munich, qui génèrent de l'énergie renouvelable grâce à de l'hydroélectricité et de chauffage géothermique. Bref, des solutions existent clairement. Que ce soit par l'embauche d'assistants de production écologique ou simplement la mise en place de fontaines à eau, le monde du 7e art peut considérablement réduire son impact écologique. Il faut parfois refuser les concours d'ego connus dans ce milieu, où l'on cherche à faire toujours plus grand, plus fou, mais se concentrer plus sur la qualité des scénarios, sur ce que le film a comme message à apporter. Il faudra parfois plus prendre en compte dans l'écriture du scénario les limites écologiques de certaines scènes. Et sans se brider, trouver des alternatives comme il a toujours été courant de faire quand on crée un film. D'ailleurs, les blockbusters aux millions de dollars dépensés avec des moyens colossaux qui sont souvent désastreux pour l'environnement ne sont pas forcément les plus rentables et les plus appréciés par la critique. Il serait peut-être maintenant intéressant de comparer l'impact écologique entre un déplacement de toute une équipe de films pour une scène de 2 minutes ou l'utilisation d'effets spéciaux qui, rappelons-le, ne sont pas la solution miracle aux problèmes écologiques dans le cinéma. Il est temps que ce cinéma engagé dans ses films pour la planète le soit aussi dans sa production. Parce que c'est bien de faire la morale, mais c'est encore mieux d'appliquer également sur soi ces belles paroles. Mais alors nous, dans l'histoire, quel est notre impact? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien nous, consommateurs, il faut savoir que quand on regarde 1 heure de film en streaming, on émet 100 grammes de CO2. Oui bon, comme ça c'est pas très impressionnant. Mais si je vous dis que le streaming chaque année produit 100 millions de tonnes de CO2 et occupe 80% de la bande passante, ça fait un peu plus cogiter. Bon, j'imagine que c'est pas une très grande surprise pour vous, mais ce qui ne doit pas être une surprise non plus, c'est les solutions qu'on a à cela. Si vous voulez continuer à consommer autant de films et que vous avez une conscience écologique, téléchargez les films plutôt que de les streamer si vous pensez les regarder plusieurs fois. Parce qu'une fois téléchargé, le fichier sur l'ordinateur reste en permanence et ne charge plus. Il n'est plus en mouvement continu, ce qui permet de réduire le transport de la donnée. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, télécharger un film, c'est pas ce qu'il y a de plus commun et même de facile. Mais dans ce cas-là, prenez des DVD si vous avez un lecteur. Regarder un film sur DVD a un impact qui s'amoindrit au fur et à mesure des visionnages. Un visionnage de 2 heures, c'est 389 grammes de CO2 par heure, alors qu'un visionnage de 8 heures, c'est 128 grammes de CO2 par heure. Moi je me suis remis au DVD et franchement, très honnêtement, c'est un vrai régal. Déjà, si le DVD est à vous, vous pouvez être sûr qu'il partira pas de votre bibliothèque, contrairement aux films sur les plateformes de streaming qui disparaissent. Vous pouvez le prêter, emprunter des DVD à un proche ou même dans des médiathèques par exemple. Sans oublier que dans un DVD, en plus du film, on trouve parfois des interviews, des making-of, dont moi je suis par exemple super friand mais que je galère à trouver. Et franchement, sans retomber dans la surconsommation, je serais trop content de voir les DVD revenir. Pas pour que chacun achète tous les DVD des films qu'il a aimés, mais pour que, comme des livres en fait, on puisse se les prêter ou en emprunter dans des bibliothèques. En fait, il faudrait le retour des vidéos club. Et les livres sont des bons exemples, puisque quand on prête un livre à quelqu'un, on va pas juste lui donner et ne rien dire. Avant, on lui dit généralement pourquoi on a aimé ce livre. On apprécie également la première de couverture. Et la personne, en nous le rendant, nous explique pourquoi elle a aimé ou pas aimé. Mais si tout cela n'est pas possible pour vous, n'oubliez pas de privilégier le Wi-Fi à la 4G quand vous streamez. Et surtout, soutenez les films qui font l'effort d'être respectueux pour l'environnement, que ce soit dans leur production, ou alors simplement dans le partage des messages importants sur cette situation qui est la nôtre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses. J'avais envie d'allier ces deux sujets. Voilà, chose faite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous pouvez également mettre un j'aime à la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. Si le cinéma vous intéresse et que vous adorez m'entendre parler, j'ai créé un podcast qui s'appelle La Gare du Cinéma et qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Je mets également les épisodes sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez regarder en fond, n'hésitez pas à mettre la qualité en 144p. Ça permettra de rendre votre visionnage plus écologique. Prenez soin de vous, de la planète, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ah oui, ça aussi, j'ai déménagé.